Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Henri. Quand je le rencontre pour la première fois, il porte une salopette en jean, une chemisette jaune et un bob rouge. Il possède surtout un air taquin qui me plaît bien, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Henri sait raconter les histoires comme personne. Il se rappelle de sa jeunesse dans une cité ouvrière de Lyon, mais aussi de la guerre à travers des souvenirs marquants. Je vous laisse plonger dans le passé de cet homme aussi amusant que fascinant et prendre au passage une bonne leçon de vie. Bonne écoute! Mon prénom, c'est Henri. Alors, je suis né à Lyon, dans le 2e arrondissement. Ma date de naissance, 13 mai 1932. J'étais enfant unique, donc j'étais tout seul, avec mon père et ma mère. Tout le monde était cheminot dans ma famille. Mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-pères, mes arrière-grands-pères. Et j'ai grandi dans la banlieue ouvrière de Lyon, à Vénissieux. J'habitais dans une cité. Il y avait plusieurs rues où il y avait donc ces fameuses petites maisons alignées qui avaient chacune un jardinet. Les cités ouvrières étaient très confortables. Il y avait l'eau courante, il y avait de l'eau pour faire la lessive, il y avait le gaz, l'électricité, il y avait une salle des fêtes, il y avait un stade, un petit stade, un jeu de boules. C'était coquet parce qu'il y avait des fleurs, il y avait un monsieur qui s'occupait des abords. La plupart des gens étaient des gens qui travaillaient au chemin de fer, donc qui travaillaient la nuit. Bon, dans la journée, on pouvait jouer, mais fallait pas faire trop de bruit. On avait une bonne éducation. Hein. C'était pas un quartier de voyous. Dans une cité ouvrière, les gens se comportaient bien. Hein. Ouais. Il y avait qu'un ménage qui était particulier. Ils avaient un singe. Ils avaient un petit singe comme ça, qui était très drôle. Il était tenu en laisse. Il fallait pas qu'il gêne le voisinage. La cité était très vivante. Il y avait toujours du monde. Les gens qui partaient au travail ou qui en revenaient. Donc c'était très, très bien. Quand j'étais petit, j'allais à l'école. Et à l'école maternelle, je faisais différentes choses. Hein. J'aimais bien dessiner, j'aimais bien le dessin. J'avais une petite amie qui avait mon âge. Son prénom était Carmen. Sa maman tenait une épicerie, une petite épicerie, dans un appartement au rez-de-chaussée. Donc, la porte de l'épicerie, c'était la porte d'entrée. Et sa maman était plantureuse, hein, toujours avec une blouse blanche, et très cordiale. Et pour aller à l'école, je passais devant sa maison. Hein? Alors, dans la banlieue que j'habitais, il y avait beaucoup d'immigrés. Hein? Alors, les Espagnols qui avaient fui Franco et les Italiens qui avaient fui Mussolini, voilà. C'était Mussolini, le despote. Il y avait des Arméniens, tout petits comme ça, nous étions très politisés. D'ailleurs, je me souviens que dans la cour, ceux qui étaient un tout petit peu plus grands que nous, hein, ils avaient moins de 6 ans. Ils s'organisaient des meetings en chantant « Les soviets partout, les soviets partout ». Tous ces petits bonhommes comme ça. On savait pas quoi qu'on faisait, mais c'était comme ça. Les instituteurs, les institutrices ne disaient rien. Hein. Hein? Ils étaient motivés. Hein. Ah oui. Ah oui, ah ben oui, mais il faut dire que c'était dur. Hein.
C'était très, très, très dur. Surtout pour ces gens-là, qui avaient quitté leur pays, qui avaient... Oui. Alors après, ça a été vaseux, parce que à partir de là, la guerre s'est déclarée. Je peux vous raconter le premier bombardement que j'ai connu. Alors, les Allemands avaient un système de bombardement particulier. Ils balançaient des bombes soufflantes. Les victimes humaines étaient, comment je vous dirais, étouffées, les poumons éclatés. Quand ça a sonné, la sirène, on est tous descendus dans la cave. Ah, parce qu'on nous avait dit de faire ça. Alors, après, la sirène a sonné une deuxième fois, on est ressorti de la cave. On se regardait, on avait eu peur. Enfin, moi je vois une touffe de poils. Oh, je me dis, tiens, c'est un chat, c'est un petit chat. Alors j'ai été voir, je soulevais cette touffe, et là j'ai vu que c'était une petite fille qui avait été tuée par le souffle de la bombe. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, bien sûr, cette petite fille que je connaissais, elle habitait dans ma maison. Ah, elle avait un tablier à carreaux blancs et rouges, des chaussures noires. Oui, mais vous savez, c'est pas des souvenirs que j'aime remuer, hein. Pas du tout. On peut pas imaginer ce que c'est. On peut pas imaginer ce que c'est. Un bombardement. Ah, par les super forteresses américaines, par exemple. On peut pas savoir. Ah. Là, c'est toujours pareil. Il y a une sirène qui sonne, enfin, à peu près, quoi. Et puis, dans le ciel noir, il y a une petite tache lumineuse, d'un seul coup, une petite tache lumineuse. Ah. Et dans cette tache lumineuse, on voit les avions. Mais ils sont minuscules parce que c'est très haut. On voit les avions. Et puis, alors on sait que les bombes vont tomber. D'un seul coup, on va tomber les bombes. Alors elles tombent dans n'importe quel sens. Et puis petit à petit, hop, elles se mettent tous dans le même ordre. Et elles arrivent sur la Terre. Et là, c'est la détonation. Ah, ça fait un bruit énorme. Un bruit énorme. Ah oui, il s'est passé des choses dures. Vous voyez des pleines camionnettes de cadavres, mais c'était des Allemands. Parce qu'il y avait un centre d'entraînement de l'aviation allemande. Alors, ils sautaient, le parachute s'ouvrait pas, ils arrivaient, ils s'écrasaient, hop, on récupérait leur uniforme et ils se retrouvaient dans un camion. Et c'est pour ça que j'ai vu des camions pleins de cadavres. Ah, mais ils traitaient bien personne, hein. On faisait pas de détails, hein. Eux, ils ne faisaient pas de détails, hein. Il n'y avait pas de préférence, hein. C'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. On ne peut pas l'inventer si on l'a pas vécu, si on n'a pas été blessé à mort par une chose pareille. C'est pour ça que ça sert à rien de le raconter, parce que personne ne peut se mettre dans la situation. Je suis rentré au chemin de fer à 12-13 ans. J'ai passé mes premiers examens, le CAP, tout ça, et puis j'ai continué. Puis alors là, il y a eu le service militaire. J'ai été envoyé en Algérie. Alors, en Algérie, je suis resté assez longtemps sur un piton, c'est-à-dire une espèce de montagne pierreuse. On était 4. Et notre travail était très important pour nos collègues qui, surtout la nuit, faisaient des patrouilles dans la forêt autour. On était le réseau d'appel d'urgence. Alors, quand on recevait l'appel d'une patrouille,
qui étaient aux prises avec des félagas qui les attaquaient, a pu rentrer en contact avec nous, et nous, on avait des consignes. On avertissait le PC, on devait aussi informer des hélicoptères de combat, hein, on les avertissait, commençait à les faire tourner, enfin bref, ça a été long, ça a été pénible, ça a été fatigant. Faut dire qu'on était fatigués, on était plutôt usés, hein. Oh oui, à tout point de vue, hein. Même notre matériel était à bout de course. Ils ont tout remplacé. Et ce sont de nouveaux soldats français qui sont venus nous remplacer. Nous, on est partis. Je suis rentré en France. Là, j'ai retrouvé ma future épouse, mais que j'avais quittée en vitesse, puisque j'étais mobilisé pour retourner en Algérie. Son prénom, Huguette. Ah, ce qui me plaît chez elle, tout me plaît chez elle. On voulait se retrouver et vivre ensemble. On s'est mariés, alors on avait un appartement, un très bel appartement. On s'est installé et puis là, ce que l'on voulait, c'est avoir des enfants, parce qu'on était enfants uniques tous les deux. C'était une cheminote, elle travaillait dans le même milieu que moi, déjà, le chemin de fer. Elle travaillait au même endroit que moi, mais elle était dans des bureaux. Elle vient me trouver, elle me dit, dis donc, oui, il m'a semblé que j'étais enceinte, hein, j'ai été voir le médecin d'établissement, hein, qui m'a dit, effectivement, madame, vous êtes enceinte. Alors elle a dit, j'ai immédiatement été au bureau, j'ai démissionné, et je vais élever mes enfants, je vais mettre mes enfants au monde, je vais les élever, comme ça. Ben, j'ai dit, c'est très bien. Ah oui, mais vous savez, c'était une maîtresse femme, hein. Elle avait fait de la résistance, c'était pas une chochotte, hein. Ah non. Alors on avait dit, on aura beaucoup d'enfants. Autant que l'avenir nous en donnera, on les prendra à bras ouverts. Et on a eu 5 enfants. Ah bah oui, j'étais content. Mais de toute façon, on s'entendait très bien. Quoi qu'elle fasse, ça me convenait, et réciproquement aussi. On était très, très unis, hein, et voilà, très heureux. J'ai toujours beaucoup travaillé, hein. Je faisais de la peinture, je faisais du dessin, depuis la maternelle, hein. J'avais des connivences avec une galliériste de Lyon. Quand les vacances commençaient à se présenter, je lui apportais mes tableaux, elle les regardait, elle les triait, bon, ben je garde ça, hein. Et puis, elle les vendait. Elle avait une galerie, enfin, sur la côte normande. Elle avait sa galerie et elle vendait mes tableaux. À la rentrée des vacances, je retournais la voir, elle me rendait les tableaux qu'elle n'avait pas vendus et elle me payait ce qu'elle avait vendu. Je les vendais, et je les vendais très cher. Ah oui, je peux vous dire que j'ai gagné pas mal d'argent. Ben, c'était nécessaire, hein. On peut pas... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui larmoient, ils n'ont pas d'argent, mais il faut rien. Moi, je rentrais à la maison, et tout de suite, je me mettais, hein, quand les enfants étaient couchés, ma femme avait fait... Hein, je me mettais à faire de la peinture. J'avais toujours quelque chose en train. J'ai fait des instruments de musique que j'ai vendus. Parce que on avait une passion, c'était les voitures anciennes. Alors, je sais pas si j'ai une photo de voiture ancienne. Hein. C'est une Bentley, mais c'est la dernière qui me reste. Je l'ai toujours dans le garage de ma maison. On peut la conduire de gauche ou de droite. Comme ça, on choisit. Je l'avais payé très cher. Je l'avais payé avec les instruments que je fabriquais et que je vendais. Je faisais un instrument qui s'appelle la veuse, un instrument breton, hein, qui ressemble à une cornemuse. J'en ai fait beaucoup. Et j'avais une femme qui me suivait. D'ailleurs, moi, je fabriquais les instruments, c'est ma femme qui les vendait.
elle avait la poste du commerce. Hein. Oh là là. Pour avoir de l'argent, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut travailler. Ça ne tombera jamais tout seul. Si vous travaillez dans un établissement dans la journée, eh ben, il faut que vous travaillez un petit peu le soir. Hein, et puis après, ça sera beaucoup le soir. Alors il y en a qui vont écouter. C'est vrai que c'est dur, il faut de la volonté. Hein. Il ne faut pas économiser ses forces. Hein. Ou alors il vaut mieux rester couché. Eh oui, enfin ça je vous conseille, hein, de ne pas avoir peur de travailler, parce que il n'y a que ça qui paye. Hein. Cet épisode est maintenant terminé et vous l'aurez compris, on va se remettre à travailler. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter et à laisser 5 étoiles. À très vite!